Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le nombre de personnes infectées par le coronavirus continue d'augmenter en Haïti. 27 nouveaux cas ont été recensés mardi. Désormais, plus de 200 personnes sont touchées par la pandémie. Alors que la pandémie prend de l'ampleur en Haïti, la vie reprend son cours à Port-au-Prince. Les transports en commun, le commerce fonctionnent quasi normalement. Les prisons haïtiennes sont pour l'instant épargnées par le coronavirus. Aucun cas n'a été recensé dans les différents centres carcéraux du pays, selon le responsable de la direction de l'administration pénitentiaire, Charles Nazaire Noël. Les autorités sanitaires haïtiennes ont fait état ce mardi 12 mai de 27 nouveaux cas confirmés de coronavirus, soit au total 209 cas, 40,7% de femmes et 59,3% d'hommes. Dans son communiqué, le ministère de la Santé fait état d'un 16e malade décédé. Le nombre de cas actifs en Haïti, hors décès et guérison, est de 176 cas, une augmentation de 13,33%. 166 personnes sont hospitalisées et 807 sont en quarantaine à domicile. Par ailleurs, 1311 cas suspects sont suivis par le système d'alerte du ministère de la Santé. Au niveau des contaminations, le département de l'Ouest reste en tête devant l'Artibonite. 37 cas sont recensés à Port-au-Prince, 36 à Delma, 31 à Pétionville, 17 à Tabar, 12 à la Croix-des-Bouquets et 10 au Gonaïves. La vie reprend son cours normal à Port-au-Prince en dépit d'une augmentation significative du nombre de cas d'infection au Covid-19. À travers plusieurs communes de la zone métropolitaine, le trafic routier est loin d'être fluide et l'obligation de porter le masque n'est pas respectée, a constaté une équipe de Radio-Télé Métropole. Des incrédules continuent même de se montrer sceptiques en ce qui concerne la présence de la maladie dans le pays. D'une place publique à l'autre, le constat est évident. Des citoyens se regroupent comme à l'ordinaire pour discuter ou pour d'autres raisons en toute convivialité. Connaissent-ils seulement les mesures en vigueur pour contrer la propagation du coronavirus? Au Champ de Mars, ce 12 mai, plusieurs petits groupes d'une dizaine de personnes sont remarqués. Ils sont séparés les uns des autres de moins d'1 mètre. C'est dans le centre-ville de Port-au-Prince que l'on trouve le plus grand nombre de contaminés selon le dernier bilan du MSPP. Ici, beaucoup de petits commerçants, notamment ceux qui gèrent des restaurants ambulants, n'en font qu'à leur tête. Ils n'exigent ni le lavage des mains, ni le respect des distances sociales recommandées à leurs clients. Par contre, de légères nuances sont constatées d'un endroit à un autre, mais rien de concret visant à limiter la transmission de la maladie n'est visible. Sur l'autoroute de Delma, on observe comme à l'accoutumée des embouteillages à hauteur de Delma 33. Les véhicules privés et ceux du transport en commun se pressent en grand nombre. Si à Delma et à Pétionville, certains conducteurs n'acceptent pas plus de 8 passagers, la situation est différente dans la commune de Port-au-Prince. Les camionnettes sont bondées de passagers qui pour la plupart ne portent pas de masque, bien que cela soit obligatoire. Alors que les cas de contamination augmentent de manière exponentielle, les mesures gouvernementales ne sont pas totalement respectées. Il y a beaucoup plus de personnes dans les rues, la circulation devient plus dense et la plupart des gens ne portent pas de masque. Une situation qui risque d'entraver la lutte contre la propagation du coronavirus dans le pays. Le directeur de l'administration pénitentiaire DAP, Charles Nazaire Noël, s'inscrit en faux contre les informations laissant croire que des cas de Covid-19 ont été recensés au pénitencier national. Il a précisé que le prisonnier de 61 ans décédé en début de semaine ne souffrait
pas de Covid-19. Tout en espérant que les mesures prises pour éviter l'introduction du Covid-19 continueront d'être efficaces, le responsable de la DAP annonce que des dispositions sont en cours en vue de transformer 4 centres carcéraux en des espaces de prise en charge des personnes atteintes du coronavirus. Dans le niveau prison, mon cadeau jusqu'à présent, oui, consigne respecter, puisque à nos jours, nous avons bataille pour que nous ne pas rencontrer même un cas de coronavirus. Malgré que nous avons des dispositions que nous prenons, donc nous partageons les dispositions ça déjà avec la presse. Par exemple, nous avons 4 prisons à raison de 1 prison par région que nous avons ciblé pour nous faire tourner des centres de prise en charge au cas où un prisonnier qui a atteint du coronavirus, sauf la capacité pour AKR dans l'ouest, Fort Liberté 1 dans le nord, Ansavo dans le sud, et puis Mirbalais dans le centre-Tibonite. Semaine ça là même, nous avons une équipe qui peut aller commencer l'opération. Côté que va retirer tout détenu qui est en prison à AKR, il a transféré au Croix des Bouquets et puis pénitentiaire nationale. Nous avons des cabanes, des matériels médicaux. Donc, centre ça, après nettoyage, il a transformé en centre de prise en charge. Donc, nous prenons toutes dispositions, mais en fait, diriger, c'est prévoir, mais nous pouvons jusqu'à présent enregistrer un cas de coronavirus. Et malgré notre disposition, nous avons toujours bataille pour le cas coronavirus là pas rentrer dans la prison du tout. Nous ne pouvons pas cacher que nous avons un gros problème qui c'est sur la population carcérale. Mais c'est ça qui fait nous accentuer sur le problème de sanitation. C'est vrai que c'est difficile pour que nous respections distance là dans ces cellules, tenant compte du nombre de monde qui est supposé dans ces cellules là, et puis nous venons plus de monde, mais quand même au niveau de nous prenons des dispositions pour que la sanitation qui était faite et plusieurs fois par mois, il a fait presque chaque jour qu'on y a, ce dans le but d'éviter que le virus la rentre en prison. Notre invité de ce soir est M. Goudou Jean Numa, un ancien collaborateur de Radio Métropole, qui poursuit actuellement une brillante carrière de journaliste au Canada. Bonsoir Goudou et bienvenue à Métro News, mais attaquons tout de suite. Comment la communauté haïtienne vit-elle la crise du coronavirus au Canada et particulièrement à Montréal? Alors, bonjour Serge. Effectivement, les Haïtiens vivent la crise du coronavirus plutôt mal. Comme vous le savez, à Montréal, il y a une grande concentration d'Haïtiens. Et seulement sur l'île de Montréal, on est à près de 20 000 cas de coronavirus qui sont confirmés. Et on ne connaît pas le nombre d'Haïtiens ou le nombre dans quelle que soit la communauté, puisque on ne catégorise pas justement les données ici. C'est une pratique, contrairement aux États-Unis, qu'on ne catégorise pas. Et ce sont des chiffres globaux qu'on donne comme ça. Et on donne les chiffres évidemment par quartier. Tout comme dans le quartier de Montréal-Nord, où un quartier qui regorge d'Haïtiens, c'est le quartier le plus touché par la crise du coronavirus. Il y a beaucoup plus de cas dans ce quartier, mais il y a moins de morts par rapport à d'autres quartiers. Un autre quartier qui s'appelle Quartier-Ville, qui est voisin de ce quartier-là, où résident les Haïtiens, qui détient le record de nombre de morts le plus élevé, à savoir 223 morts dans ce quartier, alors qu'à Montréal-Nord, il y a plus de cas confirmés, mais il y a moins de décès. Ça, il va falloir analyser les chiffres pour comprendre ces données-là.
Mais il y a énormément d'Haïtiens qui sont morts de coronavirus. Notamment, il y a cette histoire de François Marcelin, un Haïtien d'une quarantaine d'années, originaire des Gonaïves, dont l'histoire a été racontée par le journal La Presse ici, et qui est mort de coronavirus. C'était un demandeur d'asile qui n'avait pas de papier encore et qui a été enterré sans tambour ni trompette. Il y a d'autres situations également où beaucoup d'Haïtiens sont affectés par le coronavirus. L'explication, c'est le fait qu'il y a énormément d'Haïtiens, notamment de femmes, qui travaillent dans les centres hospitaliers comme préposés aux bénéficiaires et qui résident à Montréal-Nord et qui auraient pu ramener la maladie chez eux, dans leur foyer, dans leur famille. Et justement, le respect de la distanciation physique comme demandé est toujours un luxe dans ces quartiers-là où c'est des quartiers surpeuplés, si vous voulez. Donc, c'est très difficile d'avoir une distance physique les uns par rapport aux autres. Donc, il y a énormément de cas dans la communauté. Il y a des morts parmi la première génération, donc des gens de 70 ans et plus, et même de 60 ans et plus, qui sont morts. On n'arrive pas à déterminer combien, sauf qu'on sait que pour la seule journée d'hier, il y a eu plus d'une centaine de décès. Combien d'Haïtiens parmi eux, les autorités ne le précisent pas. Merci de toutes ces précisions, Goudou. Alors maintenant, parlez-nous du parcours exemplaire de Dominique Anglade, digne fille du regretté Georges Anglade. Alors, au sujet de Dominique Anglade, effectivement, qui est arrivé à la tête du Parti libéral du Québec, qui est l'un des plus vieux partis dans cette province du Canada, le Parti libéral du Québec, PLQ. Il y avait un ancien maire d'une petite municipalité qui s'appelle Drummondville, c'est M. Cusson, qui justement était en lice pour devenir chef de ce parti également, et il s'est désisté, M. Cusson, et en raison du confinement. Il expliquait que c'est très difficile pour lui de mener campagne pour devenir chef du parti. Alors, comme il n'y avait que 2 candidats et la loi électorale et les règlements du parti donnaient à M. Arcan, Pierre Arcan, qui était chef intérimaire depuis 2018, depuis la démission de M. Couillard, a décidé de couronner tout simplement Dominique Anglade, qui est d'origine haïtienne. Dominique Anglade, qui est né en 1974 à Montréal en janvier et qui est devenu qui est la fille de Georges Anglade, comme vous le savez, géographe, homme politique en Haïti, et qui a contribué à mettre sur pied une grande université ici au Québec, UQAM, Université du Québec à Montréal. Et Dominique Anglade, sa fille, l'une de ces 2 filles en fait, est devenue chef du Parti libéral du Québec. Évidemment, c'est pas la première femme à diriger un parti. Il y a eu Pauline Marois qui avait dirigé un autre parti qui s'appelle Parti québécois ici et qui était même devenue la première ministre du Québec récemment. Et donc, Dominique Anglade, c'est la première femme d'origine immigrante à diriger un parti. Voilà. Et elle prend la rêne de ce parti depuis hier. Donc, et les Haïtiens sont très, très contents. C'est vraiment l'euphorie sur les réseaux sociaux à la suite de la publication de cette nouvelle. Tout le monde partage ça, on en parle. Et voilà, depuis hier, Dominique Anglade qui est devenu chef du Parti libéral du Québec. Merci, Goudou. Les Haïtiens sont euphoriques, nous dites-vous, à juste titre. Pour terminer, contrairement à son grand voisin nord-américain, les autorités canadiennes se sont toujours préoccupées du sort de la communauté haïtienne très présente dans les milieux de la santé, en particulier à Montréal. On se rappelle que le Canada avait déjà décidé de suspendre la déportation des Haïtiens en situation irrégulière. Aujourd'hui, une nouvelle démarche est en cours. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Alors, au sujet de la suspension de la déportation vers Haïti, je dois vous dire, Serge, que c'est une vieille nouvelle, si vous voulez. Ça remonte à juillet 2019, lorsque le Canada déportait beaucoup d'Haïtiens et dans la foulée des troubles politiques des 6, 7, 8 juillet, comme vous vous souvenez. Et il y a eu une mesure administrative qui faisait en sorte que le gouvernement du Canada avait arrêté les déportations vers Haïti. Et depuis, cette mesure est demeurée, est restée. C'est pas une nouvelle mesure, en réalité, c'est une vieille nouvelle qui circule sur les réseaux sociaux. Ce qui est nouveau, par contre, c'est le fait que beaucoup d'Haïtiens, beaucoup d'organismes, dont la Maison d'Haïti, ici à Montréal, ou une table de concertation des organismes une table de concertation d'organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, c'est comme ça qu'on appelle ça, et qui regroupe 150 organismes et qui, voilà un mois, avait demandé au gouvernement fédéral de régulariser globalement les demandeurs d'asile ou des travailleurs en santé et qui luttent contre la COVID, de régulariser le statut de ces personnes-là. Il y a la concertation haïtienne pour les migrants qui regroupe plusieurs organismes haïtiens qui demandent ça aussi. Et il y a même un journal ici, La Presse, qui a fait un éditorial pour prendre position dans cette question-là et en demandant au gouvernement de régulariser ces gens-là. Il faut souligner que énormément de demandeurs d'asile, notamment des Haïtiens, des femmes haïtiennes qui sont devenues préposés aux bénéficiaires, ce sont en majorité ces gens-là qui travaillent dans les centres hospitaliers à prendre soin des gens malades de COVID-19. Et pour cette raison-là, il y a une levée, si vous voulez, de boucliers qui demande au gouvernement fédéral de régulariser la situation de ces gens-là. Une lettre a été envoyée à Justin Trudeau, le Premier ministre, et justement, le Premier ministre, nous avons appris, a communiqué la lettre au ministère canadien de l'immigration qui devrait s'occuper de ça, mais le ministère n'a toujours pas donné de réponse. Mais Justin Trudeau a répondu à ces gens-là par lettre pour les informer que la lettre a été adressée, acheminée au ministère de l'immigration. Donc on attend encore, il y a un peu d'espoir pour régulariser la situation de beaucoup d'Haïtiens qui travaillent à lutter contre la COVID-19 ici. Voilà, eh bien, merci Goudou Jean Numa, merci de nous avoir informés de ce qui se passe dans la communauté haïtienne au Canada. Je note au passage que, vivant au Canada, vous dites la COVID-19, alors que nous, on continue à dire le COVID-19. Ça fait plaisir, Serge. À bientôt. Voilà. Merci, bonne fin de soirée. C'était depuis le Canada, Goudou Jean Numa du groupe de presse In Texto. Les rues sont désertes, il n'y a toujours pas d'activité dans la zone du bicentenaire après le retour du Premier ministre Joseph Joute dans les locaux de la primature. Des véhicules blindés et des patrouilles de police qui font des va-et-vient sont constatés dans les parages. Des citoyens, sous couvert de l'anonymat, ont exprimé leurs inquiétudes. Pour se faire une idée de la situation, suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Depuis des lustres, le climat qui règne au bicentenaire est une source de préoccupation. Que ce soit pour les riverains et les autorités étatiques, chacun émet son avis et tire sa conclusion suivant le déroulement des faits. C'est calme ce mardi, mais il ne faut pas se fier aux apparences, laissant entendre des interrogés sous le couvert de l'anonymat. Quelques motocyclistes sont constatés, tout comme des tap-tap et des camions qui ne font que passer. Des petits commerçants sont également présents, mais pas comme d'habitude. Dans les parages, des clôtures érigées par les agents des forces de l'ordre sont encore visibles. Des véhicules blindés sont remarqués à proximité du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Devant la primature, des policiers sont sur place. Et c'est pareil pour le Parlement. Par rapport aux récents événements qui ont eu lieu, même les espaces publics,
sont vides. Cette zone qui autrefois attirait certains citoyens qui venaient pour faire le vide a perdu sa fraîcheur. Qui plus est, il est difficile d'engager la conversation avec des habitants. Ils sont surveillés, nous ont-ils confié. Par qui? Où sont-ils? Des questions qui restent pendantes. À cela ajoute-t-il des tirs qui résonnent à n'importe quel moment de la journée. Les véhicules passent rapidement et quelques rares mécaniciens qui tentent de sauver la journée ont la peur au ventre, selon leurs témoignages. Voilà la situation qui prévaut depuis des mois dans cet espace qui abrite le Parlement, le parquet, la mairie de Port-au-Prince et la primature. Le tableau demeure le même jusqu'ici au bicentenaire. Il n'y a pas d'activité, les rues sont désertes, la peur s'installe et même les riverains passent en courant. Environ 24 heures après le retour du Premier ministre Joseph Joute à la primature, située à quelques mètres du village de Dieu, cette décision est-elle suffisamment rassurante? Y aura-t-il un changement? Pour savoir, il n'est que d'attendre. Claude Désir et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Le regroupement des policiers Fantôme 509 défraie la chronique depuis quelques mois dans le pays. Des membres du gouvernement et des hauts gradés de la PNH sont déjà montés au créneau pour dénoncer certains actes perpétrés par ces agents de l'ordre. Métropole a interrogé certains résidents de la capitale en ce qui a trait au comportement affiché par ce groupe. Suivez un reportage de Jean-Jules Desaugustes. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Luc Mandélil, n'est pas allé par quatre chemins. Lundi, en conférence de presse, il s'est exprimé sur les policiers regroupés au sein du groupe Fantôme 509. La police anti-désordre, il n'est pas là pour désordre. Et ça qu'a fait la bagaille pour la police, et c'est action terroriste. Nous sommes au carrefour de l'aéroport, sur l'autoroute de Delma, où nous essayons de comprendre la position de certains citoyens sur le mouvement de certains policiers regroupés autour de Fantôme 509. Des policiers, depuis quelque temps, manifestent et revendiquent, selon eux, leurs droits, autour de l'augmentation de leur salaire, de l'augmentation du montant versé sur leur carte de débit. Mais maintenant, quelle est la compréhension des citoyens interrogés par Télémétropole? Au carrefour de l'aéroport, ils sont réticents et ils n'opinent pas. En sera-t-il de même pour d'autres zones que nous visiterons? Attendons voir. Nous poursuivrons notre route menant vers la plus grande place du pays, le Champ de Mars, en plein cœur de Port-au-Prince. On y rencontre des citoyens qui osent dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. C'est le cas de Philippe, un septuagénaire. Il revient sur les dernières déclarations faites par le commissaire de Delma, Jean-Gospel Monellus, il y a une quinzaine de jours, sur l'affaire des policiers Fantôme 509. 509, c'est arrêt à code non. Ensuite, Fantôme, c'est Fantôme, c'est comme là, c'est le monde qui mourut, cap tigre ba. Alors ça veut dire que ça soit suspect. Il dit nèg faut ressaisir parce que même nèg aller au boulet, écraser, tuer ba ça. Comme peuple là, ça avait lui ses armes ba nèg yo, ça avait comme nèg pas cap tirer contre peuple là. Selon ce citoyen, aujourd'hui, la peur est partout et la police nationale d'Haïti ne rassure plus. Il explique pourquoi. Le policier ou peur, l'autre n'a pas de body ou peur, tout le monde peur. Alors il n'y a pas qu'à ça. Si jeunes se mettent ensemble, il y aurait les têtes Fantôme 609. Peuple allié qui ça va le faire. Peuple pas gagné non mais ça veut dire nous par contre côté nous jeunes nous. Tout le monde peut la police, pas peur dire ça non. Même depuis moi nous senti mal à l'aise. Plus loin, nous rencontrons Giovanni, amer. Il évoque le dossier du syndicat de la PNH. Aujourd'hui, si un policier commet un acte répréhensible, auprès de qui doit-on porter plainte? Se demande-t-il. Selon lui, les policiers se croient tout permis et si l'État se montrait enfin juste. En tant que citoyen, le victime final, c'est moi. Parce que les policiers sont sanctionnés par cause de ils battent tout le monde. Ils battent tout le monde. Quand on a fait l'État, qui ça se Fantôme 609 là? Là, on prend la rue, il y a saccage au battement. D'ailleurs, l'institution l'État, il y a besoin qu'on ne soit pas touché, caser tout le monde dans la rue. Quand on prend l'État, l'équipe n'est que l'État Fantôme 609 qui prend la rue, dévaliser le pays, il faudrait cautionner ça. Même pas c'est Fantôme 609, c'est que l'État a marité tout ça même. Assis sur un petit banc devant la place, David livre lui aussi sa compréhension de ce sujet. Pour sa part, la position des policiers de Fantôme 509 est la résultante de la faillite totale de l'État.
D'après même stratégie, constat puis passé, même pas c'est que repensons leur stratégie au lieu de bouler machine, bah coup de balle, on va faire mon courir. Bon, pas c'est que repenser ça, mais pas une côte. C'est parce que le journal est vagabond, ça fait même faire mouvement vagabond. Mais il ne critique pas tous les membres de Fantôme 509 sans faire de propositions. Wilson, même avec sévérité, demande aux policiers de Fantôme 509 de se ressaisir. Car selon lui, à vouloir tout gagner, on risque de tout perdre. Les gosses, parce que c'est pas eux-mêmes qui gagnent l'État, pas de moyens pour un budget, pour qu'on se débat. Il faut attendre parce que comment se servir avec eux. Il faut opposer pour permettre la police capable de camper. Parce que le voit comment le gouvernement ça a campé. Le voit comment l'élection a campé. Monsieur a campé mal, il a remis tout le capé, tout. La question du mouvement des policiers regroupés autour de 509 fantômes préoccupe plus d'un. C'est en tout cas l'avis de certains citoyens interrogés par Télémétropole. C'est pour certains, les policiers ont le droit de manifester, de revendiquer leurs droits. Pour d'autres, ils doivent le faire dans les règles de l'art. Car aucun policier, aucune policière ne doit faillir à sa mission, ni ne doit oublier sa devise qu'est protéger et servir. Jean-Jules Desauguste pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.